Et si la ligne rouge avait vraiment été franchie? Que s'est-il passé dans la nuit du 30 juillet lorsque la Russie a lancé sa première attaque aérienne massive contre les missiles Taurus fraîchement livrés par l'Allemagne à l'Ukraine? Ce qui, à première vue, pourrait ressembler à une simple escalade militaire, cache en réalité un tournant stratégique qui bouleverse tout l'équilibre du conflit. Cette nuit-là, le ministère de la Défense russe a officiellement annoncé une opération d'une ampleur inédite. 2 bases stratégiques en Ukraine, dont l'une près de Lviv et l'autre dans la région de Kharkiv, ont été visées et frappées. Les objectifs? Des stocks de missiles Taurus tout juste arrivés, capables de frapper à 500 km et considérés par Moscou comme une menace directe et existentielle. Dès l'annonce, le ton a changé. Pour Vladimir Poutine, l'Allemagne, en fournissant ce type d'armement, n'est plus un simple soutien à distance. Elle devient partie prenante du conflit. La fameuse ligne rouge évoquée tant de fois par le Kremlin? Cette fois, selon Moscou, elle a bel et bien été franchie. L'opération n'a rien eu d'un coup de tête. Elle a mobilisé des centaines de missiles de haute précision, calibre, Iskander, drones longue portée, et ciblé non seulement les dépôts de missiles, mais toute l'infrastructure logistique. Gares, ponts, bases de stockage, centres de commandement, axes d'approvisionnement venant même de Roumanie. L'objectif était limpide, priver l'Ukraine non seulement de ses nouvelles armes, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème qui permet à l'Occident d'alimenter l'effort de guerre. Selon des témoins locaux, l'explosion près de Lviv fut si puissante qu'elle a secoué la région sur des dizaines de kilomètres, recouvrant le ciel d'un immense nuage de fumée. Pour les analystes, la destruction des Taurus avant même leur première utilisation sur le terrain est bien plus qu'un succès tactique. Cela envoie un message. Désormais, toute livraison d'armes occidentales peut être frappée, n'importe où en Ukraine. Mais au-delà du choc immédiat, la question qui se pose pour Berlin et pour toute l'Europe est vertigineuse. Peut-on encore garantir la sécurité et l'efficacité de l'aide militaire à Kiev? Et l'Allemagne est-elle prête à assumer son nouveau statut de belligérant, avec les risques politiques, économiques, mais surtout géopolitiques que cela implique? Pour bien mesurer la portée de ces frappes et comprendre la stratégie qui se cache derrière, revenons sur les faits et le contexte général. Pourquoi la Russie a-t-elle attendu avant de frapper massivement l'ouest de l'Ukraine? Cette question dérange, surtout quand on regarde l'ampleur de l'opération qui vient de secouer les régions de Lviv, Kharkiv et tout l'ouest du pays. Pendant des mois, Moscou a semblé retenir ses coups sur ces zones, privilégiant une posture d'observation, presque silencieuse. Mais ce calme était trompeur. En réalité, la Russie préparait une riposte d'une précision et d'une puissance inédites, patiemment orchestrée, et dont la cible n'était pas qu'une arme ou une ville, mais tout un écosystème logistique bâti à coups de milliards par l'Occident. Dans la nuit, ce sont des centaines de missiles de haute précision, calibre, Iskander, drones Gérant 2 et de nouveaux modèles de drones d'attaque qui ont été lancés, quasiment simultanément. Les explosions, d'une force inouïe, ont été ressenties à des dizaines de kilomètres à la ronde. À Lviv, la déflagration a fait trembler les vitres, tandis qu'un épais nuage de fumée bordeaux s'est élevé dans le ciel, signal d'un incendie massif sur un dépôt stratégique. Les images parlent d'elles-mêmes, des colonnes de fumée recouvrant les entrepôts, des nœuds ferroviaires réduits au silence et des infrastructures vitales coupées en quelques heures. Mais comment en est-on arrivé là? La clé se trouve dans la patience stratégique de la Russie. Pendant que l'Occident renforçait ses livraisons d'armes à l'Ukraine, Moscou cartographiait méthodiquement chaque hub logistique, chaque dépôt, chaque pont, chaque voie ferrée importante. Satellites, drones d'observation, réseaux de renseignement sur le terrain. Tout a été mis en œuvre pour identifier non seulement où arrivaient les armes occidentales, mais aussi comment elles étaient stockées, transportées, réparties. Il ne s'agissait pas simplement de frapper au hasard, mais de désarticuler toute la chaîne de soutien qui permettait à l'Ukraine de tenir. Le point de rupture? La livraison des missiles allemands Taurus. En acceptant de fournir ces armes à longue portée, capables de toucher des cibles stratégiques en profondeur sur le territoire russe, l'Allemagne a franchi une ligne rouge pour Moscou. Pour les analystes russes, mais aussi pour de nombreux experts occidentaux, cette livraison a fait basculer Berlin d'un rôle d'appui discret à celui d'acteur direct du conflit.
La neutralité allemande, déjà fragile, s'est évaporée dans la fumée des dépôts frappés. Juridiquement et politiquement, c'est un séisme. La Russie considère désormais l'Allemagne comme partie prenante du conflit, avec tout ce que cela implique en termes de menaces de représailles, de tensions diplomatiques et même de risques d'escalade. Côté allemand, la gêne est palpable. Officiellement, Berlin reste mesuré dans ses déclarations, mais dans les coulisses, l'inquiétude grandit. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la perte de matériel de guerre, c'est des années d'investissement logistique, des millions, voire des milliards, engloutis en quelques nuits. C'est aussi la réputation de l'OTAN et de l'Europe qui vacille, lorsque les livraisons d'armes, censées changer le cours du conflit, se révèlent vulnérables, détruites avant même d'entrer en action. La Russie, elle, ne cherche plus à envoyer de simples signaux. En choisissant de frapper massivement les infrastructures de l'Ouest ukrainien, voies de chemin de fer, entrepôts, ponts, centres de commandement et même des camps d'entraînement de l'OTAN, comme celui d'Yavoriv, Moscou vise à détruire la capacité même de l'Ukraine à recevoir et utiliser l'appui occidental. Chaque cible a été validée non seulement par le renseignement militaire, mais aussi par des images satellites et des confirmations de drones, garantissant l'efficacité maximale de chaque frappe. Les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Ternopil, jusqu'aux axes logistiques vers la Pologne et la Roumanie, ont été méthodiquement visées, neutralisant les principaux points d'entrée des renforts occidentaux. Ce choix stratégique bouleverse la donne. Car pour l'Occident, le risque n'est plus seulement militaire ou technique, il est financier, politique et même symbolique. Des années d'efforts, des stockages savamment organisés, des routes logistiques discrètes, tout peut être réduit à néant en une nuit. Et pour l'Allemagne, la mise en cause est directe. Désormais, chaque livraison d'armes pourrait être perçue comme un acte de belligérance, avec des conséquences juridiques et diplomatiques majeures. Mais la véritable rupture n'est pas seulement dans la violence de l'opération. Elle est dans la stratégie russe elle-même, bien plus profonde qu'une simple vengeance ou une montée aux extrêmes. Alors, comment Moscou a-t-elle élaboré cette nouvelle doctrine? Quelle logique se cache derrière cette approche patiente, méthodique, presque chirurgicale? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Et si la véritable cible, c'était la chaîne d'approvisionnement elle-même? Regardons-y de plus près. Derrière l'apparence d'une simple escalade, ce que la Russie vient de mettre en œuvre, c'est une campagne méthodique et anticipée, réfléchie bien avant l'annonce officielle de la livraison des missiles Taurus à l'Ukraine par l'Allemagne. Contrairement à ce que beaucoup d'analystes pensaient, Moscou ne s'est pas contenté de frapper quelques entrepôts ou de démontrer sa puissance. Non, il s'agit d'une stratégie patiente qui vise un objectif bien plus ambitieux. Détruire, non seulement les armes en elles-mêmes, mais tout l'écosystème logistique occidental. Dès les premières heures suivant l'annonce allemande, une série d'attaques coordonnées a ciblé des points névralgiques à travers l'ouest et le centre de l'Ukraine. Entrepôts de munitions, hubs logistiques, bases de réparation, gares de triage, dépôts de carburant, centres de communication. Aucun maillon de la chaîne n'a été épargné. Des villes comme Kaliv et Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Ternopil ou encore Lviv et ses alentours, jusqu'alors épargnés, se sont soudain retrouvés au cœur du cyclone. La région de Volhynie et la Transcarpathie ont été particulièrement visées, en raison de leur rôle crucial dans le transit des armes et équipements venus de l'OTAN. Les frappes n'ont pas été improvisées. Pendant des mois, la Russie a accumulé des renseignements depuis des satellites, des drones, des observateurs au sol et des moyens de guerre électroniques. Elle a attendu que la logistique occidentale soit pleinement déployée, les stocks remplis, les colonnes formées, les systèmes de communication, d'approvisionnement et de commandement en place. Et c'est à ce moment précis que Moscou a frappé, infligeant un choc maximal. La destruction a été massive, parfois spectaculaire, avec des explosions si puissantes que les habitants ont vu le ciel rougir pendant des heures. Les pertes ne se comptent pas seulement en missiles Taurus détruits, mais aussi en années d'efforts logistiques et industriels anéantis en quelques nuits. Des infrastructures entières, patiemment mises en place pour la réparation, la modernisation et la redistribution du matériel occidental, ont été rayées de la carte.
Même les centres de formation et les polygones d'entraînement utilisés par l'OTAN, comme celui où la première cargaison de Taurus avait été livrée, n'ont pas été épargnés. Mais la stratégie russe va encore plus loin. En détruisant les systèmes de défense aérienne occidentaux, tels que les batteries Patriot ou Iris-T, elle rend chaque nouvelle livraison d'armes de plus en plus vulnérable. Résultat, jusqu'à 60% du matériel livré est détruit avant même d'atteindre le front. C'est un effet domino redoutable. À chaque attaque réussie, le système logistique occidental devient plus fragile, chaque itinéraire plus risqué, chaque livraison plus coûteuse et incertaine. Pour l'Ukraine et ses alliés, cela change tout. Chaque convoi devient un pari à haut risque. D'un côté, l'argent investi, des centaines de millions d'euros, part en fumée. De l'autre, l'image de l'Allemagne, désormais considérée par Moscou non seulement comme un simple fournisseur, mais comme un belligérant direct, est fragilisée. L'efficacité de l'aide occidentale est sérieusement remise en cause, et la réputation de l'OTAN, tout comme la crédibilité de ses engagements, vacille. Ce qui se joue ici, ce n'est plus seulement le sort de quelques missiles, mais la survie même du système de soutien occidental à l'Ukraine. Désormais, chaque attaque remet en question la viabilité de toute nouvelle livraison. Et si l'Ukraine perd sa capacité à acheminer, entretenir et déployer les armes reçues, c'est l'ensemble du rapport de force qui bascule. Alors, quelles seront les conséquences de ce bouleversement stratégique pour la suite du conflit? Vers quelle nouvelle phase de la guerre nous dirigeons-nous? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Désormais, chaque convoi est une cible. Et l'Allemagne est-elle prête à assumer ce rôle? Ce qui semblait, il y a encore quelques mois, impensable, est aujourd'hui la nouvelle réalité. L'ouest de l'Ukraine n'est plus un sanctuaire. Les frappes russes, autrefois concentrées sur les villes de l'Est comme Kharkiv, Dnipro ou Kiev, balayent maintenant la frontière jusqu'à Lviv, Ivano-Frankivsk ou encore Ternopil. Plus aucun entrepôt, aucun dépôt, aucune voie ferrée ne peut se considérer à l'abri. En l'espace de quelques nuits, des années d'accumulation, d'acheminement, d'efforts logistiques venus de l'Occident ont été réduites en cendres. Des stocks d'armes, du carburant, des nœuds ferroviaires stratégiques, même des infrastructures énergétiques. Tout a été visé, méthodiquement, avec une précision redoutable. La conséquence? Un choc psychologique et matériel, dont l'onde de choc se fait sentir jusqu'à Berlin, Varsovie et Bruxelles. Pour les militaires ukrainiens, c'est la désorganisation. Il faut sans cesse trouver de nouvelles routes, improviser des détours, disperser les stocks, multiplier les risques. Pour les logisticiens occidentaux, c'est l'urgence permanente. Comment livrer, où et à quel prix? Même les corridors venant de Roumanie, de Slovaquie ou de Pologne ne sont plus des passages sûrs. Chaque train, chaque camion, chaque hangar devient une cible potentielle, scrutée par les satellites et les drones russes. Mais ce n'est pas seulement une question de matériel perdu. La peur s'installe. La certitude, autrefois affichée dans les capitales occidentales, s'effrite. Les débats s'invitent au Bundestag à Berlin. Faut-il continuer à livrer des missiles Taurus si l'on sait qu'ils risquent d'être détruits avant même d'atteindre le front? Les voix s'élèvent, certains dénoncent le gaspillage de milliards, d'autres s'inquiètent de voir l'Allemagne glisser, non plus comme simple soutien, mais comme cible désignée dans un conflit qui franchit une nouvelle étape. Pour l'OTAN, la pression est énorme. Sa promesse d'assurer la sécurité de son flanc Est se heurte à la réalité. Face à une Russie qui a méthodiquement cartographié, analysé, puis brisé les chaînes logistiques occidentales, que reste-t-il de la crédibilité stratégique de l'Alliance? Les stratèges le comprennent. Il ne s'agit plus seulement de remplacer des armes détruites, mais de repenser tout un système d'acheminement, sous la menace constante d'une frappe ciblée, quel que soit l'endroit. C'est la peur, l'incertitude et l'attrition qui s'imposent désormais comme armes principales de Moscou. Et l'Allemagne dans tout cela? Son statut d'acteur discret mais déterminant est mis à nu. Son image de puissance responsable et prudente vacille. En devenant fournisseur direct de missiles offensifs, elle s'expose non seulement à la critique de ses partenaires, mais aussi à des représailles, symboliques, politiques, voire réelles.
Les investissements financiers, le capital politique, la réputation internationale, tous sont désormais en jeu. Mais c'est surtout pour l'Ukraine que la situation devient critique. Sa capacité à tenir le front dépend du flot continu de soutien occidental. Si les routes, les dépôts et les arsenaux sont systématiquement frappés, peut-elle encore espérer résister? L'axe stratégique s'est déplacé. Il ne s'agit plus seulement d'une guerre de position, mais d'une bataille pour la survie d'un écosystème logistique entier. Face à cette nouvelle donne, une question s'impose. Quelles leçons tirer et quelle stratégie inventer pour ne pas être condamné à subir? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Une guerre des nerfs, des ressources et de la logistique. Ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, c'est bien plus qu'un simple échange de missiles ou un concours de puissance technologique. C'est une bataille invisible, où chaque chaîne d'approvisionnement, chaque entrepôt, chaque rail et chaque camion devient une cible prioritaire. Pour les décideurs, les analystes, mais aussi pour nous, citoyens, il y a ici des leçons précieuses à tirer sur la nature réelle de la guerre moderne. Première leçon. La logistique est devenue l'arme fatale. Oublions l'image classique de la bataille rangée. Désormais, la guerre se gagne, ou se perd, bien en amont du front. Les frappes russes n'ont pas seulement visé les missiles Taurus fraîchement livrés, elles ont systématiquement détruit les infrastructures qui permettaient de les acheminer, de les stocker, de les réparer. Nœuds ferroviaires, dépôts, ateliers de maintenance, lignes de montage de drones, tout a été méthodiquement visé et, avec une précision remarquable, neutralisé. Résultat, jusqu'à 60% des armes occidentales sont détruites avant même d'arriver au front. Des années d'investissement, d'efforts de coordination et de logistique partis en fumée en quelques nuits. Pour l'Ukraine, c'est une hémorragie de ressources. Pour l'Occident, c'est la remise en cause brutale d'une zone arrière supposée inviolable. Deuxième leçon, la fabrication et l'accumulation patiente d'armes de précision, couplées à un renseignement approfondi, ont changé la donne. La Russie n'a pas frappé à l'aveugle ni dans la précipitation. Elle a attendu que l'écosystème logistique occidental soit pleinement déployé, solidement structuré et saturé de matériel. Ce n'est qu'une fois le réseau complet, connecté et saturé de ressources, que l'assaut a débuté. Cette approche patiente, presque clinique, tranche radicalement avec les réactions immédiates, souvent attendues dans les conflits modernes. C'est tout le cycle occidental de préparation, de livraison et de mise en service qui s'est retrouvé vulnérable. Les frappes russes ont démontré une maîtrise du tempo, anticiper, observer, laisser s'accumuler les cibles, puis détruire l'ensemble d'un seul coup, privant l'adversaire de toute marge de manœuvre. Troisième enseignement. La défense aérienne occidentale, hier encore présentée comme un rempart, doit être entièrement repensée. Même les systèmes les plus sophistiqués, Patriot, Iris-T, ont été identifiés, épuisés, puis détruits grâce à une combinaison d'intelligence tactique et de diversion par drone. Les Russes ont progressivement neutralisé ces défenses autour de Lviv et dans les oblasts de la frontière, ouvrant un corridor aérien pour leurs frappes. Désormais, chaque convoi, chaque livraison traversant la frontière est suivi en temps réel et peut être détruit à quelques kilomètres seulement de son entrée en Ukraine. La conséquence? Pour chaque cargaison, le coût, le risque et la complexité ne cessent de croître. Le simple fait de livrer une arme est devenu un casse-tête stratégique et financier. Quatrième point, et non des moindres, la Russie impose désormais son rythme à l'OTAN. Chaque nouvelle initiative occidentale, chaque ajustement de route ou de méthode est anticipé et presque aussitôt contré. Le transfert d'armes par la Roumanie ou la Slovaquie, très vite repéré, neutralisé à son tour. Le dispositif russe surveille, adapte, frappe, sans relâche. Cela signifie que l'Occident n'a plus l'initiative, mais court derrière, cherchant des solutions toujours plus coûteuses et complexes, pour des résultats de plus en plus incertains. Au final, ce que révèle cette campagne, c'est que la guerre moderne ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. Elle englobe l'économie, le renseignement, la planification, l'endurance psychologique. Savoir en tirer les enseignements déterminera la capacité de chaque nation à survivre et à s'adapter aux guerres de demain,
où la destruction d'une chaîne logistique peut être aussi décisive que la victoire lors d'une bataille. En résumé, ce qui vient de se passer cet été 2025 risque de marquer la mémoire stratégique européenne pour des années. La logistique, désormais, c'est le vrai front. Ce ne sont plus seulement les missiles allemands Taurus ou les blindés occidentaux qui sont visés, mais tout le maillage invisible qui les amène sur le champ de bataille. Routes, dépôts, convois, réseaux de distribution. Avec ses frappes massives et méthodiques, la Russie a forcé l'Occident à revoir toutes ses certitudes. L'Allemagne pensait livrer des armes, elle se retrouve propulsée au rang d'acteur direct, exposée à des risques politiques, financiers et même de réputation qu'elle n'avait pas anticipés. D'un point de vue militaire, le conflit a changé de visage. Désormais, chaque livraison devient une opération à haut risque. Chaque convoi détruit représente non seulement une arme perdue, mais aussi des millions d'euros volatilisés, des années de planification effacées en une nuit. Ce tournant stratégique ne doit pas être sous-estimé. Ignorer ces signaux, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs qui ont mené à cette situation. Sous-estimer la patience et la capacité d'adaptation d'un adversaire qui, méthodiquement, s'attaque au cœur de la puissance logistique occidentale. Pour l'Europe, la leçon est claire. La sécurité n'est plus une simple affaire de frontières ou d'alliances, mais de résilience face à des attaques qui ciblent désormais les artères vitales de tout soutien militaire. Si l'on persiste à croire que la supériorité technologique suffit, on s'expose à de nouveaux chocs, plus brutaux, plus coûteux, et à une remise en question profonde du rôle de l'OTAN et de ses membres. En comprenant la guerre moderne par le prisme de la logistique, de l'argent investi, du temps perdu et des réputations en jeu, on saisit l'ampleur du défi auquel l'Europe fait face aujourd'hui. La véritable question qui se pose à présent, jusqu'où ira l'escalade et quelles sont les limites à ne pas franchir pour éviter une spirale incontrôlable?